qu'il faut comprendre dans la spécificité de ce mot. Les précédents intervenants, et en particulier André Belon dans son discours liminaire, ont souligné le fait que ce mot a été oublié pendant très longtemps. Il était imprononçable politiquement, et c'est un paradoxe absolument incroyable. Pourquoi le souverainisme a-t-il été pendant des années associé à cette pente glissante qui mène directement à l'extrême droite, à la haine de l'autre, au repli, à la fermeture? Une anecdote pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Souvenez-vous, septembre 2015, Michel Onfray donne une interview au Figaro. Il y expose sa vision sur l'immigration, etc. Le lendemain, Libération fait sa une sur lui. Il a basculé au FN, évidemment. Libération, par la voix de son directeur Laurent Geoffrin, pleurait le fait que Michel Onfray, hélas, nous ait quittés. En fait, 2 jours après, on avait la clé du choix de Libération d'attaquer de cette façon-là. Dans un nouvel éditorial, Laurent Geoffrin expliquait que le crime de Michel Onfray se résumait à un mot: il était souverainiste. Et c'est pour cela qu'il fallait que l'ensemble de la nation s'élève contre lui et considère que son discours était scandaleux. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce mot finalement, et c'est sans doute le cœur de mon propos, ce mot est synonyme de démocratie. De quoi ont peur tous ces gens? Ils ont peur de la démocratie, ils ont peur du pouvoir du peuple. Rappelons tout simplement l'étymologie. Souverain est un dérivé du bas latin supera, qui vient de supra, supérieur, au-dessus. C'est celui qui détient l'autorité suprême. Ça désigne au départ le roi, l'empereur. Et ce mot, petit à petit, au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, acquiert un sens abstrait. Il n'est plus seulement incarné dans un homme, le roi ou l'empereur. On arrive à penser la souveraineté comme un concept abstrait. C'est Jean Bodin au XVIe siècle qui définit ce concept, celui de la puissance de l'État, et il différencie cela des autres façons d'exprimer cette puissance, potestas et auctoritas. Potestas, c'est le pouvoir juridique, le droit. L'auctoritas, c'est le pouvoir qui s'impose. Il s'impose par le mérite, par la puissance, par la force. C'est le pouvoir de l'empereur. La souveraineté, c'est la puissance d'agir. Et c'est la Révolution, ensuite, qui invente cet oxymore extraordinaire, le peuple souverain. Le peuple n'est plus soumis, il est à lui-même son propre souverain. Et la République, c'est la forme que prend en France la démocratie pour garantir la souveraineté du peuple. Il suffit de relire ce qui est exprimé dans la Constitution de 1958. Article 2, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Cela signifie que, dans l'idée des rédacteurs de cette Constitution, souveraineté et démocratie ne sont pas dissociables. Et c'est une vérité essentielle. Il n'y a pas de démocratie sans l'exercice par le peuple de la souveraineté nationale. Quel sens ont ces mots? Eh bien, ça veut dire d'abord qu'il n'y a pas de souveraineté dans une nation dominée par une puissance extérieure, quelle qu'elle soit. L'État est l'émanation du peuple pour exercer la auctoritas et la potestas. Qu'est-ce que l'État, tout simplement, doit garantir au peuple? La souveraineté, la sécurité intérieure et extérieure, ce qui nous ramène au propos précédent sur la souveraineté militaire de la France. Il n'y a pas de nation souveraine sans une indépendance militaire. Et là, je citerai tout simplement un exemple qui doit nous inquiéter. Jean-Michel Quatrepoint connaît particulièrement ce dossier. Quand on abandonne à une entreprise étrangère, par exemple, les turbines de nos sous-marins nucléaires, comme c'est le cas avec le passage d'Alstom sous le contrôle de General Electric.
quelle souveraineté reste-t-il? C'est-à-dire qu'on peut rappeler d'ailleurs qu'au moment, en 2003, au moment de la guerre d'Irak, les États-Unis ont engagé des rétorsions contre la France parce qu'elle avait refusé de suivre la politique américaine. Ces rétorsions ont eu assez peu de conséquences. Pourquoi? Parce que la France utilisait ses propres entreprises pour fournir son armée. Ce ne serait plus exactement le cas aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous devions nous opposer à la politique américaine, sans doute, la punition serait bien plus dangereuse. Mais je pense que Jean-Michel pourra nous en reparler tout à l'heure. Autre élément que doit garantir l'État au peuple, la souveraineté alimentaire. Et là également, il y aurait des questions à se poser sur la capacité de la France aujourd'hui à garantir sa souveraineté alimentaire. Je rappelle que cette puissance agricole immense qu'était la France est obligée d'importer du lait aujourd'hui. Du lait et d'autres denrées alimentaires. Je rappellerai également que nous transformons, nous bétonnons l'équivalent d'un stade de foot toutes les 5 minutes en terres arables, que certaines autres sont rachetées, par exemple par la Chine, c'est le cas de certaines terres dans le Berry. Donc nous perdons des terres arables à chaque seconde, 26 mètres carrés par seconde. Cela signifie que d'ici quelques décennies, la France sera totalement incapable de se nourrir sans dépendre d'autres pays. C'est très bien, c'est le marché, ce sont les échanges internationaux, mais ça peut poser un léger problème au cas où il faudrait s'opposer à des forces avec lesquelles nous ne serions pas d'accord. Autre élément de la souveraineté énergétique. Là aussi, ça a déjà été cité, mais ça nécessite là aussi de s'interroger, par exemple, sur nos approvisionnements en uranium, si l'on veut maintenir une part du nucléaire suffisant dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Et enfin, la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est-à-dire la possibilité, dans un monde qui aujourd'hui ne peut pas se passer de ce domaine-là, la possibilité de ne pas avoir des données qui sont entièrement absorbées par des entreprises privées, dont toutes sont américaines. Or, aujourd'hui, les choses sont claires, en termes numériques, nous sommes une colonie américaine. Donc, déjà, quand on parle de souveraineté, la souveraineté de la nation française n'est plus tout à fait telle qu'elle devrait être, n'est plus parfaitement intègre. Mais ces éléments essentiels qui permettent de garantir la souveraineté de la nation ont un but, c'est que un État puisse mener la politique de son choix en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Pourquoi cela ? Parce que le deuxième élément qui vient s'articuler avec celui de la souveraineté nationale, c'est la souveraineté du peuple. Pourquoi faut-il cette souveraineté nationale? Pour garantir la souveraineté du peuple, qui est le cœur du dispositif. C'est-à-dire que le peuple doit pouvoir décider de son destin. Et là, également, on peut se demander aujourd'hui de quelle nature est cette souveraineté populaire. Je pense que Anne-Marie Le Pourrier a démontré à quel point l'ensemble des institutions de l'Union européenne étaient configurées de façon à ne surtout pas être démocratiques, à travers la non-réversibilité des traités, à travers le rôle de la Commission, le rôle de la Cour de justice européenne. On l'a vu récemment, notamment à travers ce qui paraîtrait presque anecdotique à force d'être répétitif, mais sur un sujet comme celui du glyphosate. Les peuples européens ne veulent pas de ce pesticide. Peut-être sont-ils obscurantistes, peut-être n'ont-ils pas compris que c'était indispensable, peu importe. C'est la volonté de ces peuples. Et n'importe quel démocrate est censé l'accepter. Pour autant, la mécanique européenne aboutit à ce que, à travers un vote complexe, à travers des tractations, après une demande d'un rapport par l'agence de sécurité européenne, la demande d'un rapport aux instances allemandes qui étaient censées représenter l'Europe
dans ce débat, eh bien, le rapport en question comportait une centaine de pages qui était un copier-coller d'un document fourni par Monsanto. Bon. Donc, nous voyons que les institutions européennes dans leur ensemble présentent une porosité à la puissance des lobbies des multinationales tout de même assez sidérante. Donc, de ce point de vue-là, on peut aussi considérer que la souveraineté du peuple, c'est-à-dire et des peuples européens en l'occurrence, nous laisse penser que le concept de souveraineté européenne, pensé notamment par Emmanuel Macron, a encore beaucoup à progresser pour que quoi que ce soit puisse être pensé. Je veux bien entendre qu'il puisse exister un jour une souveraineté européenne qui serait la mise en commun des souverainetés des différents peuples européens. Ce qui n'est pas exactement la même chose que la souveraineté européenne telle qu'elle est présentée aujourd'hui comme découlant d'un supposé peuple européen qui n'existe pas. Qui n'existe pas pour l'instant. Là aussi, peut-être un jour, ce peuple européen existera-t-il? Pour l'instant, il y a une civilisation européenne, mais ça ne constitue pas un seul peuple. Ça constitue des peuples alliés, des peuples amis. Encore faut-il expliquer exactement quels en sont les contours. Et c'est là tout le problème de la souveraineté. Il n'est de souveraineté que quand on définit les contours, quand on définit des frontières, quand on définit un peuple qui va exercer cette souveraineté. Mais, autre élément qui devrait tout de même nous pousser à nous interroger sur notre démocratie, la souveraineté du peuple français n'est pas seulement abîmée, grignotée par les institutions européennes. Elle l'est aussi par ses propres institutions. Depuis tout à l'heure a été cité le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, qui a fait éclater au grand jour cette divergence absolument majeure entre les différentes élites françaises, élites politiques, élites médiatiques, et la majorité du peuple. Mais surtout, ce qui devrait nous prouver à quel point notre démocratie va mal, c'est le vote par 90% des représentants du traité de Lisbonne. Ce qui signifie que les représentants du peuple, censés exercer la souveraineté pour le peuple, ne sont absolument pas là pour défendre les intérêts et les volontés du peuple. Il ne peut pas y avoir de démocratie représentative correcte quand il y a ce fossé absolu entre les représentants et les citoyens. Ce fossé absolu va d'ailleurs se manifester à nouveau à travers la question des traités de libre-échange, puisqu'il appartiendra certainement au Parlement français de se prononcer sur le CETA, qui a d'ores et déjà été mis en œuvre. Il fonctionne déjà, donc il va commencer déjà à détruire, par exemple, toute la filière bovine et porcine française. Et une fois que les dégâts seront faits, on pourra voter ce qu'on voudra, ce sera terminé. Il n'y aura plus d'éleveurs, il n'y aura plus de filière. Mais, peu importe, le Parlement se prononcera. Se prononcera-t-il dans le sens de ce que veut le peuple français? Poser la question, c'est y répondre. Bien sûr que non. Cela dit, ce sont l'ensemble des institutions qui aujourd'hui sont distordues et qui ne permettent plus à la puissance publique de répondre aux aspirations des citoyens. Les institutions de la Ve République ont été totalement déstabilisées par les différentes modifications qui leur ont été apportées. Évidemment, la coïncidence entre le mandat législatif et le mandat présidentiel a détruit l'équilibre qui pouvait exister entre le Parlement et l'exécutif. Et nous voyons aujourd'hui la fin de ce système dans la mesure où la dernière élection a démontré à tous les points de vue à quel point ce système ne pouvait pas être démocratique. Il y a d'abord eu l'épisode des primaires, les primaires étant conçues en fait pour empêcher que surgisse un candidat non attendu qui ne serait pas exactement ce qu'il fallait pour que le système puisse continuer sur la même lancée. En gros, il s'agissait d'éviter l'imprévu, sachant que l'émergence du Front National
supprimait l'existence d'un second tour à l'élection présidentielle. Donc il fallait ajouter d'autres tours avant pour essayer de cadrer les choses. C'est tout le paradoxe du suffrage universel que de surprendre à chaque fois et de se jouer de cela. On a vu les limites de ce système des primaires et la façon dont les électeurs se sont exprimés dans le sens qui n'était pas forcément celui qu'avaient prévu les concepteurs de ces primaires. Mais pour autant, au départ, il s'agissait bien de contourner petit à petit disons, la volonté parfois surprenante des citoyens. Donc nous voyons que l'ensemble de cette année électorale aboutit à ce que 350 députés soient élus en ayant recueilli au premier tour des élections législatives 14,5% des inscrits. Le système ne peut plus tout à fait tenir de cette façon. Et à un moment donné, il va falloir là aussi s'interroger sur ce qu'est réellement une constitution démocratique. Et comment on va pouvoir faire vivre la démocratie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'exercice quotidien par les citoyens de leur souveraineté. Parce que c'est le dernier point. Il y a la souveraineté nationale et il y a la souveraineté du peuple qui s'articulent. Mais il faut les articuler avec un troisième élément, la souveraineté des individus. Car sans des individus eux-mêmes souverains, capables de choisir, de décider de leur destin, il n'y a pas non plus de démocratie. C'est-à-dire que là, cela nous ramène, par exemple, aux 5 mémoires sur l'instruction publique de Condorcet, quand Condorcet écrit que la puissance publique doit l'instruction au peuple. Pourquoi ? Parce que c'est la condition pour que la démocratie puisse fonctionner, pour que l'ensemble des citoyens soient émancipés. Émancipés, c'est-à-dire qu'ils soient tirés de ce statut de dépendance qu'implique l'ignorance. Mancipium, en latin, c'est une forme de dépendance, d'esclavage, qui fait que l'on ne peut pas, on est sous la main du maître. Eh bien, il faut s'émanciper de cela, et on ne peut s'émanciper que par le savoir. C'est le principe de l'instruction publique qui permet seul l'exercice démocratique. Là encore, je pense que l'actualité récente nous démontre à quel point cette démocratie est en train de se gripper. Et en particulier en France. Je dis en particulier en France, puisque en début de semaine ont été publiés les résultats de l'enquête PIRLS, Programme international de recherche en lecture scolaire, qui montre que sur 50 pays testés, pour les capacités en lecture des élèves de 4 ans de scolarité obligatoire, c'est-à-dire chez nous, fin du CM1, eh bien, la France arrive 34e sur 50. Et mieux que cela. Alors derrière, on trouve le Chili, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Bon. C'est encore bien pire quand on entre dans le détail de l'enquête. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on laisse croire, il ne s'agit pas d'un résultat d'inégalité sociale ou de choses comme ça. D'abord parce que je ne pense pas que l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont loin devant, soient des pays tellement plus égalitaires. Mais surtout, quand on regarde les élèves qui atteignent le degré le plus avancé de capacité en lecture, c'est-à-dire la possibilité de comprendre un texte, en plus de le déchiffrer et de répondre à quelques questions simples. Les 2 premiers pays en tête de ce classement, la Russie et Singapour, ont 25% de leurs élèves qui arrivent dans la catégorie lecteur avancé. En France, c'est 4%. Donc ça veut dire qu'en gros, même nos bons élèves peinent à comprendre. Alors, j'entends, c'est la télé. Non, les Russes n'ont pas la télévision, les Anglais, les Allemands n'ont pas la télévision. Non, non, non. Hélas, non. Ce serait tellement simple si c'était cela. C'est tout simplement un problème de méthode pédagogique. C'est la seule explication quand on élimine tous les autres facteurs. Et dernier point, l'ensemble du monde progresse en matière de lecture. Tous les autres pays depuis 2001 progressent. Les 2 seuls pays qui régressent depuis qu'existe cette enquête, depuis 2001, c'est la France et la Belgique francophone, qui ont à peu près les mêmes méthodes d'apprentissage. Donc, ce constat devrait soulever l'indignation générale.
C'est un scandale absolu, c'est une honte pour un pays développé, et c'est d'autant plus une honte que c'est un danger pour la démocratie. Alors, à moins qu'on ne considère la démocratie comme la simple coexistence d'individus n'ayant rien à voir entre eux et que la puissance publique va réguler par le droit et le marché. Auquel cas, on n'a pas besoin d'individus particulièrement indépendants, autonomes, doués de libre arbitre. Et c'est bien cela vers lequel on se dirige. Mais la République repose sur un peuple. Sur un peuple, ça signifie qu'il faut trouver les moyens de construire ce peuple. Donc il faut transmettre la mémoire, les souvenirs communs pour forger cette nation. Ce que seule l'école peut faire. Et dernier point, il faut permettre à chaque individu d'avoir les éléments pour juger et pour décider de son destin. Après le Brexit, et je terminerai là-dessus, après le Brexit, on a entendu quelques observateurs expliquer que c'était les individus les moins diplômés qui avaient voté en faveur du Brexit. Et certains penseurs, philosophes même, dont l'œuvre serait assez dispensable, mais bon, qui sont tout de même philosophes, ont exprimé tout à fait naturellement l'idée qu'il fallait prévoir un vote en fonction des diplômes. Qu'après tout, il faudrait quand même se préoccuper de cela et faire en sorte que les gens qui ont un certain niveau, qui sont capables de penser, de réfléchir, puissent voter, mais pas les autres, puisqu'ils votent bêtement. Ça, c'est l'étape suivante, c'est la fin du processus. Et ça nous démontre que sans ces trois souverainetés, souveraineté de la nation, souveraineté du peuple et souveraineté des individus, j'y insiste, il n'y a plus de démocratie. Donc c'est l'ensemble de ces éléments sur lesquels il va falloir travailler aujourd'hui pour garantir la démocratie, qui est tout de même, malgré tout, le meilleur des systèmes à l'exception de tous les autres.